Patrick Boret, qui est l'adjoint de M. Coulon, défenseur des droits. On en parle beaucoup en ce moment. Et je pense, M. Boret, que vous êtes particulièrement chargé de la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité. C'est bien ça. Alors, j'ai trois questions à vous poser. La première, avant d'entrer dans le vif du sujet, M. Boret, pourriez-vous nous dire quelques mots sur l'institution il était avec M. Coulon. Ça représente beaucoup de dossiers sur le financement. Alors, cette institution, c'est quoi? Eh bien, écoutez, je vais essayer d'y répondre. D'abord, je salue chacun d'entre vous et je vous remercie pour votre invitation. Mais malgré les réponses et les interventions, je vais les faire à la lumière de 4 expériences. D'abord, j'ai été directeur de l'UNAMI pendant de nombreuses années. Ensuite, j'ai été délégué interministériel aux personnes handicapées. Et c'est à l'époque où la France a adopté sa législation sur le handicap et qu'elle a participé à la négociation qui a abouti sur le plan international à l'adoption de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Ensuite, j'ai été nommé inspecteur général des affaires sociales et aujourd'hui, je suis détaché auprès du défenseur des droits comme adjoint en charge de la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité. Cette institution, c'est une autorité administrative indépendante, mais elle a cette particularité d'être de rang constitutionnel. En gros, pourquoi indépendante? Parce que c'est le président de la République qui prend l'initiative de la nomination du défenseur des droits, mais pour que cette nomination intervienne, il faut qu'elle ait reçu l'accord des 3/5 au moins des membres des commissions des lois des deux assemblées. Donc, c'est une institution qui résulte d'un accord entre l'exécutif et le législatif. Ensuite, c'est un mandat. Alors, une fois qu'il est nommé, le défenseur des droits propose au Premier ministre la nomination de 3 agents. Et une fois que cette nomination est intervenue, eh bien, l'équipe d'animation de l'institution est au complet. Notre mandat est de 6 ans et il va cesser le 18 juillet prochain. Nous ne sommes pas renouvelables, donc pendant la durée de notre mandat, on ne cherche pas à faire plaisir à qui que ce soit pour en faire un deuxième. Et à mon avis, vous pouvez reproduire ça dans votre mandat. Alors, ce que je tiens aussi à vous préciser, c'est que le défenseur des droits, ça c'est très important quant à ces marqueurs les plus forts, c'est le regroupement de 4 institutions. 4 institutions qui ont surgi dans l'espace public selon ce calendrier. Le médiateur de la République, la défenseur des enfants, la Commission nationale de déontologie de la sécurité et la HAD, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité. Et en ce qui me concerne, je corresponds à la dernière de ces 4 institutions regroupées. Nous sommes 250 au siège, des juristes, des sociologues, des communicants, et nous avons, c'est très important, 520 délégués sur le terrain, dont 100 d'ailleurs ont été spécialisés dans le domaine du handicap. 520 délégués, ce sont des bénévoles indemnisés. Ils font 2 permanences d'une demi-journée par semaine. Vous pouvez prendre contact avec eux. J'y reviendrai tout à l'heure. Eux, ils vous reçoivent. Ils vous reçoivent. Alors, nous sommes installés dans les métropoles outre-mer. Ce qui est important que je vous précise, c'est que pour le domaine qui est le mien, le Parlement a adopté 25 critères de discrimination prohibés par la loi. 25 critères. On nous saisit. Ce que révèlent nos saisines, en ce qui concerne les principales d'entre elles, la première cause de saisine, c'est le handicap. Et c'est le handicap dans l'emploi. L'accès, le maintien, l'évolution de carrière, l'adaptation du poste de travail. Ensuite, c'est l'origine. Nous sommes beaucoup saisis sur les questions d'origine. Encore une fois, dans l'emploi. Tout d'abord. Ensuite, on a également
sur le sujet. Et moi, j'ai gardé de meilleurs souvenirs de ce travail-là. Et nous travaillons beaucoup avec le Bureau français de l'unité, puisqu'on fait un rapport annuel, et nous sommes de plus en plus saisis par des délégués qui sont victimes, des délégués syndicaux qui sont victimes de discrimination. Une chose très importante, et ça c'est dû au premier des défenseurs. Vous savez, le premier des défenseurs, c'était Dominique Baudis, qui est décédé au cours de son mandat. Il a mis en place un système de lien avec la société civile. On a ce que l'on appelle toute une série de comités d'entente. Il y a un comité d'entente handicap, un comité d'entente de LGBT, des femmes, hommes, etc. Ce sont des regroupements d'associations représentatives de ce type de sujet. Donc, il y a des liens étroits entre l'institution et l'environnement sociétal. Un mot sur ce que révèlent les saisies et les réclamations qui nous parviennent. Je vous précise, les gens heureux et satisfaits ne saisissent jamais. Donc, on est en capacité de faire une photographie, de la situation. Voilà ce que je relève et que j'ai entendu déjà ce matin, c'est très intéressant, en particulier la vision philosophique de la mission. La première cause de saisine, ce sont les inégalités territoriales. Il y a 4 ou 5 France. Il y a la France de Paris, des métropoles et de leurs banlieues. Il y a la France des petites et des moyennes villes. Il y a la France des zones rurales, pratiquement oubliées. Il y a la France ultramarine. La situation à Mayotte est une honte. C'est pas la peine de tourner autour du pot. C'est une honte, la situation à Mayotte. La situation des enfants, la situation des femmes, c'est peur, célibataires, etc. C'est une honte, c'est pas la peine de tourner autour du pot. Les inégalités territoriales génèrent évidemment de l'isolement social. Un isolement social considérable. Et ensuite, j'en ai pas beaucoup entendu parler ce matin, il y a la question de la fracture numérique. Parce que si c'est difficile d'accéder, d'utiliser pour beaucoup un ordinateur avec un écran avec un clavier, il y a des gens qui ne peuvent même pas y accéder. Hein? Et ça représente, bon an, mal an, le quart, le tiers du pays, parce qu'en plus, à certains endroits, c'est très inégal. Donc, les pouvoirs publics doivent évidemment se préoccuper de ce sujet. Donc, on est vraiment en présence d'une situation de rupture d'égalité. De rupture d'égalité. Alors, à quoi sont liées ces situations de discrimination? Avant, peut-être, je vous précise que pour l'année 2019, nous avons enregistré 103 066 saisines. 103 066 saisines. Et que c'est une augmentation de 7,5% par rapport à 2018. Et par rapport à l'année 2014 où nous avons pris nos fonctions, c'est une augmentation de 30%. Les inégalités dans ce pays ne cessent de s'accroître. Et sur ce total de 103 066 réclamations, 61 600 concernent les relations avec les services publics. Parce qu'encore une fois, on ne reçoit pas les gens, on les colle devant c'est compliqué. Moi, je suis de Compiègne. À Compiègne, à la sous-préfecture, il y a une petite affiche honteuse à la porte de la sous-préfecture qui dit « La sous-préfecture ne reçoit plus de public. Adressez-vous à tel numéro, telle rue. » Alors on y va, et là, on a 5-6 services civiques, des jeunes sympas, etc., etc. Ils vous mettent l'ordinateur en route, ils vous disent « Voilà comment on l'utilise, et si vous n'y arrivez pas, je vais vous aider. » Ben oui, mais moi j'ai besoin d'enseignement, j'ai besoin d'un certain nombre. C'est une véritable, il faut qu'il y ait dans ce pays une véritable politique de prise en compte de cette situation, car cette situation est à l'origine de nombre des difficultés que nous rencontrons. Alors je vous recommande, vous le trouverez sur le site du Défenseur des droits, je vous recommande ce rapport
dématérialisation et inégalité d'accès aux services publics. C'est l'un de nos combats les plus acharnés. Les plus acharnés. Alors, quand même, à quoi c'est dû cette rupture d'inégalité? D'abord, le lieu de résidence. D'abord, le lieu de résidence. Quels sont les principaux exclus que l'on repère au moyen des réclamations qui nous parviennent? Les retraités sont très nombreux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables d'accéder à l'informatique, mais encore faut-il que ce soit conçu et accompagné de manière adéquate. Ensuite, les non-diplômés. Beaucoup de non-diplômés. Les gens à faible revenu. Les personnes handicapées. Les majeurs protégés. Majeurs protégés. Pour nous, c'est clair. Il est nécessaire que l'on rétablisse des services publics avec des guichets, où on peut avoir un interlocuteur à qui on expose ses difficultés et qui est compétent pour répondre à ce dont ils ont besoin. Il ne s'agit pas de dire soyez les bienvenus, asseyez-vous là, voilà l'écran, pas du tout. Si nous n'y revenons pas, c'est un déni de service public. C'est clair. Alors, si vous nous saisissez, ça c'est important, Monsieur le Président de séance, si vous nous saisissez, d'abord, ça va passer par ce que l'on appelle la recevabilité. D'abord, on va voir si on est compétent. Ensuite, on va voir si le dossier est complet. S'il manque une pièce, on va la demander. Une fois que le dossier est monté, on va l'orienter vers la direction et le pôle compétent. Mais si vous nous saisissez, c'est parce que vous avez une plainte pour laquelle, une difficulté pour laquelle vous voulez qu'une solution soit apportée. Donc, c'est la caisse de retraite qui a mis 2 ans à réaliser qu'elle devait vous verser sa retraite, votre retraite, et elle n'a toujours pas fait. C'est les impôts qui vous ont envoyé un machin qui date de 5 ans, à l'époque où vous travailliez, alors que là vous ne travaillez plus. Enfin bref, ça se multiplie de cette manière-là. Alors, si on est compétent, dès lors que le dossier est complet, on le transfère, il est traité. Mais nous n'avons toujours pas d'opinion. On a enregistré le fait que vous avez une plainte, et ensuite, vous êtes réclamant, on va s'adresser aux mises en cause. Et puis, on va dire aux mises en cause, voilà, ce qui vous est reproché, qu'en est-il au juste, est-ce que vous aviez l'intention de faire, est-ce que c'est de la discrimination, pas de la discrimination, puis vous avez tant de temps pour le répondre. Alors, il y en a des très clairs. Donc, on fait des relances, on a le pouvoir de mise en demeure, on a le pouvoir de saisine du juge, on a le pouvoir de rendre public, localement, dans la presse, l'attitude de l'administration, de l'entreprise, je ne sais pas quoi, qui se montre attentatoire au droit, à l'accès au droit. Ce qui nous motive, c'est un obstacle à l'accès à ces droits et l'inégalité de traitement. Alors après, il y a un enfant malheureux chez le voisin, il y a un détenteur de l'autorité de police qui s'est mal comporté, etc., etc. Ça, c'est pour les autres, c'est pour mes collègues qui s'occupent des autres demeures. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui. Nous avons à assurer le suivi de la mise en œuvre de 2 conventions internationales. Les juristes français ont tendance à considérer, moi quand j'étais secrétaire général de la Vision Europe, oui, j'étais secrétaire général de la Vision Europe, je voulais vous dire, pendant une huitaine, mais j'ai aussi été administrateur de la CNAF. Et à la CNAF, il y a eu Madame Farage. Eh bien, je m'en souviens. Elle était très ardente, mais sympathique. Et souvent, elle disait, je vais vous répéter ce que je vous dis depuis 3 ou 4 conseils. Vous allez peut-être finir par le comprendre et surtout l'admettre. Et donc, oui,
une convention internationale, ce n'est pas une pétition d'intention, ce n'est pas une proclamation, c'est un texte normatif. Vous vous souvenez de la loi Elan, la loi sur le logement. C'est une loi imbécile. Parce que c'est une loi qui est en contradiction complète avec la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Alors, une loi, c'est toujours le fruit d'un compromis. En l'occurrence, c'était un compromis avec le lobby des bailleurs sociaux, avec le lobby des architectes, etc., etc. On comprend ça. Mais nous, notre rôle, c'est pas d'en tenir compte. C'est-à-dire, attendez, la France a pris un engagement, elle a pris l'engagement de l'accessibilité universelle. La loi Elan, c'est un pas vers ça. Et ce n'est pas ça. L'adaptabilité, ce n'est pas l'accessibilité universelle. Alors, je vous cite cet exemple parce que, en plus, quand le Parlement travaille sur un projet, il a la possibilité de demander l'aide de la commission qui traite le dossier, qui traite le sujet, qui y réfléchit, a la possibilité d'entendre le défenseur des droits. Et si quelquefois elle ne le fait pas, souvent c'est parce qu'elle n'a pas envie, nous lui disons, on va bien vous voir parce qu'on va vous donner notre avis, et c'est de droit. C'est-à-dire que ça ne peut pas nous être refusé. Ça aussi, c'est constitutionnel. Et on a la possibilité aussi d'émettre des avis. Pour le projet de loi Elan, on a émis un avis, et puis on a la possibilité de prendre des décisions. Je vais vous en citer une qui est illustrative de la situation administrative centrale. Pour qu'il y ait une bonne politique du handicap, avec les fonctions que j'ai exercées antérieurement, je peux en parler, toute connaissance de cause. Il faut qu'il y ait, chaque direction d'administration centrale a ses statistiques, des statistiques de qualité. Mais si vous voulez faire une politique du handicap globale, transversale, il faut que vous ayez un croisement des statistiques sur l'emploi, des statistiques sur le logement, des statistiques sur la santé. On les a, mais il faut les croiser. Donc on a pris ça, c'est un modèle de décision. On a pris la décision d'écrire à toutes les directions d'administration centrale, avec copie au chef du gouvernement, au comité interministériel du handicap, et on leur a dit, il faut mettre en place, il faut croiser les statistiques. Ce sera quand même plus évident, plus facile pour prendre des décisions politiques qui s'imposent. Toutes les directions nous ont reçus, nous ont répondu. Elles nous ont dit, voilà ce qu'on fait. Voilà ce qu'on fait. Parce que tout simplement, et ça c'est un vrai sujet, les réclamations qui nous parviennent nous le révèlent, il faut qu'il y ait un croisement. Il faut qu'il y ait un croisement de politique publique. S'il n'y a pas de... On est un lieu de tribu. C'est quand même resté un lieu de tribu, très gaulois, sympathique, parfois. Mais ça, le problème de la synthèse est assez difficile. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, puisque j'ai la chance d'être devant une organisation syndicale, et pas moindre, nous avons réalisé 2 documents sur lesquels j'attire votre attention. Si vous me permettez, c'est très rapide. Vous avez la parole. Tout d'abord, pour ce qui concerne la réalité de l'emploi, en particulier pour les personnes en situation de handicap, il existe, c'est dans la Convention internationale, je le cite pour illustrer ce que je viens de vous dire sur les conventions internationales, il y a ce que l'on appelle l'aménagement raisonnable. C'est-à-dire, et je sais que certains d'entre vous connaissent le sujet, j'ai déjà eu l'occasion d'échanger avec des membres de la CGT sur le sujet, c'est-à-dire, c'est un accord de volonté et de capacité entre l'employeur, le futur salarié handicapé, pas uniquement au moment où il entre, au moment où il évolue dans sa situation. L'aménagement raisonnable. Là-dessus, vous avez aussi un bon document que vous pouvez consulter sur le site. Et puis, on a fait un travail aussi très important. Finalement, au cours de notre mandat, de défenseur, on s'est éloigné d'une vision hachée. C'est-à-dire une femme handicapée qui nous saisit pour des problèmes d'emploi. En réalité, elle nous saisit pour 2 raisons. Elle est handicapée, certes, mais de surcroît, elle est femme. Alors, si vous ajoutez à ça d'origine maghrébine, lesbienne,
Parce que l'orientation sexuelle est un critère de discrimination prohibé par la loi. C'est évident. Bon. Donc en fait, on pratique ce que l'on appelle maintenant l'intersectionnalité. Vous savez, c'est une notion des sociologues. Et au cours du mandat de Jacques Toubon, on aura vraiment réussi à intégrer dans nos analyses et nos préconisations cette dimension-là. Et souvent, une femme handicapée de l'OCI, elle est surprise. Elle dit, mais je suis handicapée. Et on lui dit, mais regardez là, il y a d'autres raisons. Il n'y a pas que le fait que vous êtes une femme, vous êtes aussi que vous êtes handicapé, vous êtes aussi une femme. Et ça, je pense que c'est une évolution de l'approche sociologique de ces sujets-là. Écoutez, il me semble que je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire. Mais moi, je suis prêt à ajouter ce que vous souhaitez à partir des questions que vous posez. Monsieur Boët, merci. Avant de passer la parole à la salle, parce que les mains se lèvent, pour revenir au numérique, je vous ai bien entendu parler de fractures, d'inégalité de terrain, d'isolement social, des zones d'inaccès. Est-ce que l'institution est saisie de plus en plus sur cette question? Elle est saisie de plus en plus sur cette question. Et excusez-moi, et avant de donner la parole, et quelle piste vous dégagez pour en sortir? Alors, il y a deux choses. C'est principalement nos délégués qui reçoivent des gens qui viennent leur dire moi je n'ai pas d'ordinateur, mais je ne sais pas trop comment m'en servir, je me suis adressé à la CAF, ils ne me reçoivent plus, ils ne me reçoivent pas. Est-ce que vous pouvez m'aider? Alors, nos délégués sont de plus en plus amenés à mettre en route leur ordinateur et à aider et ils sont comment dire, ils sont mandatés pour ça. Hein. Ils ont le pouvoir je cherche le nom de la prérogative qu'ils ont une prérogative publique. Et nous avons décidé de le faire aussi parce que, alors il a fallu que l'on forme aussi nos délégués. Leur moyenne d'âge est assez, ce sont souvent des personnes qui ont exercé, je le disais tout à l'heure, mais qui sont à la retraite, qui ont un certain âge, enfin, quand même, les fonctions qui souvent ils ont exercées, ils ont utilisé l'ordinateur. Et puis nous, on leur a dit, essayez de repérer quand même les margoulins qui, à proximité des mairies, des préfectures, etc., ont monté un petit truc, 100 € pour faire ça, 300 € pour faire ceci, etc. Et puis, autre chose, on a pris au mot, c'est une institution publique, on a pris au mot le discours du président de la République, et partout nous mobilisons nos délégués pour que cette histoire de regroupement des services publics à un endroit puisse se faire. C'est la bonne solution. C'est la bonne solution. Il faut que le projet est de le faire dans les cantons. Le projet est de le faire dans les cantons. Alors, nous recevons, il faut faire progresser les choses, nous recevons cette idée positivement. Mais maintenant, il faut savoir où ça va se trouver, qui va y avoir derrière les écrans, il faut que ce soit des gens compétents, et qui émanent des instances concernées elles-mêmes. Parce qu'à la limite, moi je l'ai pratiqué, quand on peut avoir sous le même toit quelqu'un qui va régler un problème de finance, quelqu'un qui va régler un problème de retraite, etc., c'est pas une idée idiote, mais encore faut-il que ce ne soit pas uniquement on va écouter vos problèmes et puis on va tâcher de... Non, il faut que ce soit un lieu effectif, avec pour nous recevoir des gens qui ont accès et qui peuvent aider matériellement à la réalisation de ce qu'il faut faire. Ce n'est pas uniquement un lieu d'information, c'est un lieu d'accueil et d'accompagnement et aider à la résolution des difficultés rencontrées. Sinon, c'est du baratin. Écoutez, encore une fois, moi, je vous remercie pour votre invitation. Ce n'est pas terminé, monsieur Boët. Bien sûr. Mais, alors, simplement, je voulais
si on est un petit peu élastique sur les horaires, vraisemblablement, on va venir me chercher. Je sais, Je réponds à toutes les questions que vous avez en Je vais partir à midi et demi, je le sais. Il nous reste une bonne demi-heure. Et donc, on va vous mettre sur le grille. Alors, j'ai bien été demandé, on prend une première salle de questions ou d'opinions. Je t'en prie. En charge, Jean-Laurent, pardon. Soyez concis, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Alain En Guichard, charge là-bas. je suis responsable de RTT CGT Maman Lyon, mais j'ai une carrière administrative antérieure. J'étais en particulier responsable de centre des impôts, entre autres. Et à l'époque, on recevait effectivement beaucoup de retraités, et une des grandes manières dont on appréciait comment les responsables de centre travaillaient, c'était la qualité de l'accueil. Sauf que maintenant, il n'y a plus d'accueil. On dit aux gens, vous téléphonez. Quand ils téléphonent, ils n'arrivent pas parce que de toute manière, il n'y a plus personne au bout. Et de plus en plus, on voit effectivement ce qui va se faire, c'est qu'on va proposer aux gens en fait qu'il y ait pour payer, pour qu'effectivement ils puissent faire leur déclaration d'impôt. Et il se trouve que M. Darmanin, par rapport à ce que vous dites, a mis en place la géographie revisitée, c'est-à-dire qu'il supprime allègrement des tas de services de proximité en disant on va mettre tout ça dans les maisons de services publics. Avec le fait que dans ces maisons de services publics, il n'y aura pas, contrairement à ce que vous venez de nous dire, des gens qui seront là en permanence, qui seront capables de répondre sur la fiscalité, sur un permis de construire, sur les problèmes de retraite, etc. C'est-à-dire qu'on est en train de vendre du vent aujourd'hui à la population, en disant on supprime ce type de service, il n'y a plus d'accueil qui va se réaliser, mais vous pourrez aller dans cette maison de service public qui va être mise en place. Alors ça pourrait être une très belle idée, à condition que dans ces maisons de service public, il y ait un spécialiste de fiscalité, un spécialiste de l'urbanisme, un spécialiste des retraites, etc. Et qui n'est pas simplement quelqu'un qui va être là, qui va vous accueillir en vous disant attendez monsieur ou madame, je prends votre question, je l'envoie au service, qui répondra quand il pourra, parce que compte tenu des suppressions massives d'emplois, ça va être de plus en plus compliqué. Merci, j'ai entendu M. Meul dire qu'il pensait la même chose, mais il en parlera tout à l'heure. On regroupe quelques questions, je t'en prie. Jean-Paul Chaillet, l'USR Val-de-Marne. Je vais dire tout à l'heure, le projet, on disait la technique n'est pas neutre. Effectivement, Ali a rappelé, programme de Macron, 100% de services dématérialisés d'ici 2022. Et on est effectivement dans le concret. Je vais faire deux citations. Une, puisqu'on est dans la bagarre sur les retraites, c'est celle d'Agnès Buzyn, qui a déclaré au Sénat en lançant la réforme, ce n'est pas un problème technique, c'est un choix de société. L'autre, c'est le rapport 422, dont on n'a pas d'accord de dire qu'il n'est pas mis en œuvre, parce qu'il est mis en œuvre non pas par une loi, mais par une multiplicité de lois, décrets et ordonnances. Et qu'est-ce qu'on dit sur le numérique? Nous appelons à l'utilisation de la donnée, c'est-à-dire la numérique, dans de nombreux domaines, santé, éducation, protection sociale, service public de l'emploi, justice, etc. Et pour quelle raison? Pour bénéficier de liens de productivité. Donc on est véritablement dans la destruction généralisée et le numérique est utilisé par le gouvernement, comme ils le disent eux-mêmes d'ailleurs, et je pourrais multiplier les citations, dans un choix de société totalement libéral. Merci. Alors, je vous ai dit, en gilet vert, excusez-moi, j'ai pas son nom. Sylvie Brunol, Union fédérale des retraités de la santé et de l'action sociale. Moi, je vais poser la question sur la fracture numérique, en particulier pour les personnes très âgées et les personnes très handicapées, en particulier les personnes qui sont par exemple dans les EHPAD. Alors, il y a la déclaration d'impôt, je vais prendre juste cet exemple. Je pense que c'est pas très bien encadré, parce que moi-même je suis une personne de ma famille qui ne voit plus rien, donc est incapable de faire une déclaration sur Internet. Mais ça pose quand même la question, vous en avez parlé tout à l'heure, des majeurs protégés. Je pense qu'il y a très peu de majeurs protégés par rapport à ce que peuvent faire des gens à côté d'eux. Et je vais vous poser une question, moi, alors peut-être que la situation a évolué,
Mais depuis que monsieur Delarue, contrôleur général des lieux de privation de liberté, avait posé la question en 2013 il avait posé la question, je l'ai noté, les établissements pour personnes âgées, dépendantes, lieux de privation de liberté, votre interrogation. Madame Azan, la nouvelle contrôleuse, a reposé la question en 2015. Je ne sais pas où en est la situation, mais je pense que c'est une question extrêmement importante où le contrôleur des privés de liberté devrait pouvoir aller. Alors, je suis aussi infirmière, donc je connais la situation et je sais qu'il y a quand même des personnes âgées privées de liberté, quoi qu'on en dise, et il y a un encadrement à faire extrêmement important. J'espère que la situation, si elle n'a pas encore évolué, va évoluer sur ce contrôle. Bien, on va prendre 2 questions pour la première salle et laisser M. Boy répondre. Alors, j'ai bien vu, mais nous avons une avocate qui ne va pas jeter sa robe, mais qui a envie de dire quelques mots. Maître, je vous en prie. C'est à moi que tu parles par Oui. Oui, bon, première question, on n'a pas évoqué du tout depuis le début de ces interventions la question du coût financier de l'accès à ces nouvelles technologies. Le fait d'avoir un téléphone portable, le fait de pouvoir acheter un ordinateur, c'est aussi une question, une forme de discrimination, puisque tout le monde aujourd'hui ne peut pas se le payer. Le deuxième point, et je rebondirai un peu sur ce qui vient d'être dit par rapport aux EHPAD et aux personnes mineures qui sont sous tutelle ou sous tutelle, c'est par exemple l'exemple de la justice. Madame Belloubet, dans son projet de réforme de la justice, avait vendu ce projet en disant la justice va venir chez vous. C'est-à-dire que vous n'aurez plus à vous déplacer dans les tribunaux d'instance, vous n'aurez plus à aller au tribunal pour défendre vos intérêts, vous pourrez le faire de chez vous avec un ordinateur. Et je peux vous garantir que c'est quasiment impossible. Parce que vous êtes dans un monde déjà que vous ne connaissez pas, donc vous n'avez ni les codes, ni les clés d'accès, ni le langage. Or, c'est la justice du quotidien, celle du logement, celle du surendettement, c'est celle-là qui est la plus visée, et c'est aussi une forme de discrimination, parce que ceux qui peuvent y accéder, comme d'habitude, ce sont toujours ceux qui ont les moyens. Donc là aussi, c'est une affaire du service public. Je pense que nous, retraités, nous arrivons aussi à des périodes de notre vie, voilà, on est un peu plutôt vers la fin que vers le début. Il faut qu'on soit conscient de tout ça, il faut qu'on soit conscient qu'on puisse garder nos droits jusqu'au bout, nos possibilités d'accès, pouvoir se défendre voilà, contre tout ce que l'on est en train de nous balancer aujourd'hui en nous expliquant qu'on ne sert plus à rien et qu'on est des inutiles. Donc je pense qu'on a intérêt à se mobiliser. Je pense que c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Merci en tout cas. Nous retrouverons Maître Leclerc cet après-midi. Alors, je prends une dernière question. Pour cette première salle, oui. Pardon, tu es déjà exprimé. Sur autre chose, je sais bien, mais on va essayer de diversifier. Tant pis. Oui, Bernard Rellio, donc secrétaire de section FAPT Ille-et-Vilaine. Quand on parle d'exclusion numérique, moi je voulais juste un exemple. Depuis le 1er janvier, les bulletins de pension pour les retraités fonctionnaires ne sont plus adressés au domicile, ils sont complètement dématérialisés. Or, il y a des informations importantes sur ces bulletins de pension, notamment depuis l'année dernière, le prélèvement à la source et le taux de prélèvement à la source. Donc des dizaines de milliers de retraités vont se voir écartés de leurs droits d'information. Donc nous on a fait une initiative sur notre département, on a fait des requêtes, on a demandé audience au directeur régional des finances publiques pour pouvoir, à minima, que les retraités qui le souhaitent puissent avoir un bulletin de pension toujours en version papier. Alors, on laisse M. Boët. J'avais juste sur les maisons de service public, en 2 mots, parce qu'on a parlé effectivement du statut des personnels qui sont dans ces maisons de service, je dirais, au public, non pas des maisons de service public, mais ça pose aussi l'équipement technologique, parce que si vous voulez mettre en relation des gens avec, par exemple, des services de la CAF par visioconférence, il faut la fibre optique. Et donc, il ne faut pas que la fracture numérique s'ajoute à l'exclusion numérique. Merci. Merci. Alors, on passera la parole après. On laisse M. Boët répondre et on reprend une série de questions. M. Boët. Merci. Alors, sur les maisons de service public, moi j'ai noté l'ensemble des inquiétudes et des interrogations qui sont les vôtres. C'est en cours de conception. Et
comme on s'est beaucoup acharné là-dessus chez les défenseurs des droits, on est associé à la conception. Alors le problème, c'est que ça va couvrir le mandat actuel qui se termine pour nous le 17 juillet prochain et le mandat suivant. Donc, sur un certain nombre de dossiers, on veut léguer quelque chose qui puisse être utile tout de suite à l'équipe qui va nous suivre, parce qu'on n'est pas renouvelable. Et donc, moi j'ai relevé toutes les préoccupations que vous avez exprimées, et en particulier ce qui serait acceptable dans le cadre des maisons de services publics envisagées. Puisqu'on va, je vais vous faire une proposition, puisque l'on va y travailler, alors vous allez déjà trouver un certain nombre d'éléments de réponse dans notre document. Mais ce qu'on peut peut-être imaginer avec vous, c'est que ce document va certainement vous valoir des réactions. Moi, je suis prêt à vous rencontrer parce que c'est difficile là de rentrer dans le détail, mais on voit bien toutes les interventions qui ont été faites sur ce sujet-là se rejoignent. Ce serait peut-être intéressant que vous les formuliez. Et puis, ce que je vous propose, c'est de vous recevoir chez les défenseurs avant la fin de l'année, pour que vous ayez le temps de les réunir, etc. Avant notre congrès qui aura lieu au mois de mai à Saint-Malo. Est-ce que vous seriez d'accord? Ah oui, c'est revenu. Très très bien. Alors, il y a quelqu'un qui a parlé d'un objectif de 100% de dématérialisation. Effectivement, c'est d'abord contre ça qu'il faut se dresser. Et quelqu'un a ajouté, je ne pensais pas que quelqu'un interviendrait là-dessus, sur l'histoire de la justice. L'histoire de la justice, c'est fondamental. Ça, c'est fondamental. C'est Maître Noguer. C'est ça. Oui, c'est vous. Ça, c'est fondamental. Et moi, je commence maintenant à m'en préoccuper. Je vais rejoindre l'IGAS pour quelques mois, et après, je suis un peu de retraité. Avant de partir, j'aimerais bien avoir vos coordonnées. Parce que mon idée, c'est de créer avec quelques structures un groupe de travail qui parle de ce qui nous est spécifique et que le numérique menace. Nous sommes des êtres responsables et nous sommes des êtres subjectifs. Et c'est la raison pour laquelle le dialogue, le débat sont essentiels. Monsieur Goët, vous venez à la pêche, mais voyez-vous, on va répondre à vos questions. Maître Noguer est prêt à vous rencontrer. Elle m'a fait signe comme ça. Évidemment. Donc vous avez déjà 2 rendez-vous. Je vous en prie. Et puis il reçoit comme C'est Maître. Alors, il y a aussi, alors vous avez relevé, je les ai notés, vous avez relevé les questions de gain de productivité, etc., etc. J'ai noté tout ça et on le reprendra dans les travaux que l'on va engager. Ah, la question des majeurs protégés. La question des majeurs protégés. Là aussi, je ne peux pas développer, c'est tellement compliqué, mais sur le site, vous trouverez un document sur le sujet. Ce document nous est inspiré par notre rôle consistant à assurer le suivi de la mise en œuvre de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, parce qu'elles sont au cœur. Mais par exemple, on a généralisé le droit de vote. Mais la personne polyhandicapée profonde, parce que c'est un sujet que je connais bien, elle est au nombre de celles et de ceux qui reçoivent le droit de vote. Mais il y a besoin d'un accompagnement particulier, soucieux de sa compréhension, soucieux de sa liberté de choix, etc., etc. Et ça, c'est un... Si vous êtes intéressé par ça, faites-le moi savoir. Vous savez que
qu'on a mis en place un nouveau Conseil national consultatif des personnes handicapées, et c'est un des sujets dont on va s'emparer, dont on s'empare avant la fin du mandat. La question de l'exercice effectif du droit de vote. Parce que sinon, c'est une pétition d'intention démagogique. Ce qu'il faut, c'est accompagner ça. Et puis, on a des pays qui ont déjà fait des expériences là-dessus, qui sont intéressantes. Et d'ailleurs, quand on a le droit de vote, on n'est pas obligé d'exercer. Hein. On n'est pas obligé d'exercer. Il vaut mieux l'exercer. Ce que je veux dire par là, c'est que le regard que l'on porte sur la population concernée est le même que celui que l'on porte sur n'importe qui. Bon. Donc, c'est pareil. Hein. Si on peut avoir votre sensibilité, parce que finalement, la sensibilité des syndicats n'est pas forcément suffisamment... Il n'y a pas toujours le sentiment que les syndicats peuvent aussi investir ce type de sujet. Ils peuvent aussi investir, d'ailleurs ils les investissent. Donc associons-les à ces réflexions. Ça c'est ok, hein. Ça c'est fondamental. Eh bien, le message est bien entendu. D'ailleurs, peut-être qu'on pourrait établir des relations directes et permanentes. Il y a aussi une chose, il a été question des établissements, etc. L'expérience m'a appris qu'il faut être prudent quand on envisage de modifier une loi. Souvent, à la clé, il y a des risques de perte d'un certain nombre de choses. Alors j'entends dire qu'il faut revisiter la loi de 2005. Moi, j'ai été un des acteurs de la loi de 2005, égalité des droits et des chances, égalité des droits et des chances, participation, citoyenneté. Alors qu'à la marge, il y a des choses qu'il faille ajuster, mais certainement pas la remettre en place. Par contre, il y a une loi et il y a des militants de la CGT qui sont concernés parce qu'ils